Le programme de la spécialité HGGSP de Terminale invite à travailler sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais avec une problématique suggérée qui est un élément de patrimoine entre héritage culturel et reconversion. C'est ce terme de reconversion qui est intéressant parce que finalement on peut le comprendre de deux façons différentes et complémentaires. D'une part, on peut se poser la question de savoir en quoi est-ce que le patrimoine a participé à un processus plus général de reconversion économique dans le territoire. Et on peut aussi se poser la question de la spécificité de certains éléments de patrimoine, notamment industriels, qui ont besoin finalement d'être réinventés, d'être réaménagés pour pouvoir justifier leur conservation et leur mise en valeur dans un atout, là aussi, touristique. Le bassin minier il permet de répondre un petit peu à cette question, ou plutôt ces deux questions, parce que c'est vrai que le territoire et l'activité minière a connu un arrêt progressif à partir des années 1960, où l'État a arrêté, pour des raisons stratégiques, d'exploiter le charbon dans la région. Ça s'est donc traduit par la fermeture, l'abandon des différentes activités charbonnières qui se sont accompagnées dans le même temps par l'arrêt d'autres activités industrielles dans un contexte plus général de désindustrialisation et de délocalisation des principales usines de la région. Dans le même temps, on peut noter que le bassin minier, ou en tout cas tous les éléments qui sont les héritages de l'histoire minière, ont comme particularité, comme finalement la plupart des grands sites industriels abandonnés, de ne pas pouvoir être considérés immédiatement, ou en tout cas pas de façon consensuelle, comme des éléments de patrimoine. Il y a des obstacles qui sont un peu esthétiques et qui sont également psychologiques. On veut tourner la page, on veut passer à autre chose. Pour l'entreprise publique, les houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais, les HBNPC, qui étaient les propriétaires du site au moment de la fermeture, la priorité, c'est essentiellement de reconvertir, de renouveler les activités, de rentabiliser finalement les immobilisations. C'est pourquoi, dans les premiers temps, il n'y a pas du tout de phénomène de patrimonialisation, il n'y a pas de souci de conserver aucun bâtiment ni les traces de l'activité minière. On choisit de façon assez systématique de détruire les éléments industriels afin de pouvoir rentabiliser le foncier et de construire des nouvelles activités à la place. Ces destructions, on en retrouve des traces dans les médias de l'époque puisqu'elles prennent des formes assez spectaculaires et notamment avec l'effondrement des chevalements qui sont des moments qui marquent beaucoup les esprits, qui sont vraiment le symbole de cette disparition de l'activité. Parfois, il arrive quand même que les bâtiments soient conservés, mais justement parce qu'ils offrent un intérêt économique, au lieu de les détruire, on va les réutiliser pour quelque chose. Les HBNPC, à partir des années 1960, vont commencer petit à petit à vendre certains des bâtiments afin de permettre leur utilisation dans un autre secteur économique. Il peut s'agir, en fonction des lieux, d'une salle des machines, comme la salle dans laquelle nous nous trouvons ici, des vestiaires salles de bain, ce qu'on appelle communément les salles des pendus, des bureaux, des garages, etc. Pour donner un exemple précis, les grands bureaux de la compagnie des mines de Neu-les-Mines ont été complètement réaménagés et transformés pour devenir le siège social et le tout premier magasin Leroy Merlin de France qui a été créé à cette époque-là. De façon générale, ce genre de réaménagement de cette époque sont plutôt des obstacles à la patrimonialisation dans la mesure où finalement les travaux d'aménagement vont petit à petit invisibiliser l'origine minière des bâtiments, ce qui fait que certes ces bâtiments ont été conservés, mais leur lien avec l'histoire de l'activité minière, elle a quasiment disparu. On peut noter que cette stratégie des entreprises de soit détruire les bâtiments devenus inutiles, soit de les réaménager pour en faire des activités complètement différentes, ce n'est pas quelque chose qui est forcément propre à la fin du XXe siècle. En fait, si on remonte au tout début de l'activité minière dans la région du Nord-Pas-de-Calais, on va remonter donc au début du XVIIIe siècle, on constate qu'en fait la stratégie était globalement la même. C'est-à-dire qu'au début du XIXe siècle, les premières fosses du Valenciennois, lorsque la veine de charbon est devenue trop profonde ou lorsque les moyens techniques ne permettent pas d'exploiter encore le charbon, elles sont fermées, les puits sont comblés et on va avoir tendance là aussi à faire disparaître, en fait, à supprimer les bâtiments pour pouvoir réutiliser le foncier pour autre chose. C'est pour ça que de ces différents bâtiments, on n'a quasiment aucune trace aujourd'hui.
Les seules exceptions, c'est justement lorsque certains bâtiments ont pu trouver un autre usage, une reconversion, même si évidemment à l'époque on n'utilise pas ce genre de terme, qui a justifié leur conservation. Les exemples sont relativement rares. On a par exemple à Fresnes-sur-Escaut, donc sur l'ancienne fosse du Sartau, une tour en briques assez haute, surmontée de créneaux qui lui donne un aspect un petit peu médiéval. Pendant très très longtemps, on a cru que c'était un ancien chevalement. En réalité, les recherches récentes ont montré qu'il s'agissait en fait d'un bâtiment qui accueillait une pompe à feu, une machine à vapeur, dite de Newcomen, du nom de son inventeur, qui servait en fait à puiser les eaux souterraines, à les pomper, afin d'éviter l'inondation des galeries. Le bâtiment, lorsque la fosse a fermé, a été conservé parce qu'il pouvait avoir un intérêt militaire. On est dans une situation juste à proximité de l'Escaut, et donc on l'a conservé pour ça. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été reconverti donc dans un usage militaire, qui a été renforcé dans l'entre-deux-guerres avec la construction de bâtiments annexes et intégré dans la ligne Maginot. Donc on voit bien, c'est l'utilisation pour une activité totalement nouvelle qui justifie que ce soit le seul bâtiment conservé de l'époque. Pour donner un autre exemple à peu près de la même époque, à la Sentinelle, donc là on est dans la banlieue sud de Valenciennes, l'ancienne fosse a été également conservée parce qu'on lui a donné un usage religieux. Des travaux ont permis d'aménager le bâtiment en briques et de le transformer en église, et c'est l'actuelle église Sainte-Barbe de la Sentinelle. Donc avec ces exemples, la stratégie finalement au XVIIIe, au XIXe ou au début au XXe siècle vont être globalement les mêmes. Pour résumer, lorsque la fosse est fermée, on comble les puits, on détruit les bâtiments, sauf dans les rares cas où le bâtiment peut avoir un intérêt économique et permettre un réusage immédiat. C'est vraiment l'idée d'immédiateté qui est importante. Dans la période donc, de la récession charbonnière, c'est comme ça qu'on appelle la période de fermeture progressive des mines entre 1960 et 1990, le seul cas qui sort de l'ordinaire, c'est celui de la fosse d'Éloie de Leward. Dans ce site qui est fermé en 1971, les HBNPC, propriétaires, décident très rapidement de conserver le site et de le transformer en un centre historique. Au départ, il s'agit essentiellement de conserver la mémoire technique, le savoir-faire, les machines, les outils, les connaissances des compagnies minières et également leurs archives, donc celles des compagnies minières privées, puis celles des HBNPC qui sont nées après la nationalisation. Ça a donc été décidé en 1973 et c'est en 1984 que ce centre historique minier devient officiellement un musée ouvert au public et qui est aujourd'hui un grand site de mémoire de l'activité minière. En dehors de ces quelques cas particuliers, les rares démarches de protection qui ont lieu dans la période de récession charbonnière sont plutôt l'initiative d'acteurs locaux, donc les élus, les habitants, les anciens mineurs, qui parfois se mobilisent pour essayer de faire reconnaître la valeur identitaire des sites et obtenir leur conservation et leur protection. Dans la plupart des cas, ils réussissent à obtenir des conservations, des sauvegardes qui sont finalement symboliques, et notamment, ça va être le cas des chevalements. On va détruire la fosse, mais on va conserver uniquement le chevalement, qui devient ainsi un élément de symbole de l'histoire minière. On se retrouve donc aujourd'hui dans le bassin minier avec un certain nombre de chevalements totalement isolés, sans aucun bâtiment annexe, qui se retrouvent parfois dans des lieux un petit peu insolites. À Liévin, ils sont au milieu de la zone commerciale. À Rem, ils se trouvent au plein milieu de la forêt. Mais ils deviennent ainsi des lieux de mémoire de l'activité minière, encore une fois. C'est essentiellement à partir des années 1990 qu'on va voir cette mobilisation se développer et atteindre une échelle un petit peu plus importante. On va avoir des associations qui se forment, comme la chaîne des terris, qui apparaît en 1989, devenue aujourd'hui un CPIE, qui va se mobiliser, lui, pour réussir à obtenir la sauvegarde et l'entretien des terris et des cavaliers dans une démarche qui se veut à la fois patrimoniale et environnementale. À Wany, c'est l'association Akusto Seki qui est composée d'anciens mineurs qui se crée pour pouvoir assurer la garde et l'entretien de la salle des machines et ainsi protéger ces éléments techniques de la dernière fosse à avoir fermé dans le bassin minier. Mais ces associations et les élus également qui jouent un rôle essentiel dans cette mobilisation et dans cette sauvegarde des premiers bâtiments vont se heurter assez rapidement à la problématique et à la question du réusage. En fait, à partir du moment où on conserve, c'est une bonne chose, mais une fois qu'on a conservé, qu'est-ce qu'on en fait exactement ?
tous les projets qui sont mis en place se heurtent très rapidement à la question du financement et donc de la rentabilisation de la reconversion et donc de rentabiliser l'ensemble des activités mises en place. Ainsi, la fosse Barrois, dans le Douaisis, lorsqu'elle est fermée au début des années 1990, la municipalité propose un certain nombre de projets afin de réussir à la reconvertir et donc de justifier la sauvegarde des bâtiments et notamment des 2 grandes tours en béton qui le surmontent. Mais tous ces projets, finalement, coûtent extrêmement cher, sont difficiles à financer par les élus locaux et donc, finalement, le bâtiment est totalement détruit. Malgré tous ces obstacles et malgré toutes les problématiques qui se posent, on voit vraiment dans les années 1990 s'opérer un changement de regard. Et c'est vraiment ce changement de regard qui va permettre petit à petit ce processus de patrimonialisation. On va avoir le développement de nouveaux projets et une volonté nouvelle désormais de conserver les bâtiments, d'y voir un élément de l'identité du territoire, quelque chose qui a une valeur et qui nécessite donc d'être protégé et d'une manière ou d'une autre d'être mis en valeur. Les 30 dernières années, donc depuis cette époque-là, ont donc été marquées par l'émergence de nouvelles politiques, de nouvelles stratégies, de nouvelles initiatives qui ont toutes en commun de chercher à concilier les objectifs de mise en valeur patrimoniale et en même temps les impératifs liés à l'aménagement du territoire dans le contexte de la reconversion économique. Dans les différentes stratégies qu'on peut voir, on va finalement pouvoir distinguer 3 grandes démarches qui vont être une démarche historique, une démarche de reconversion notamment vers les activités artistiques et enfin une stratégie plutôt environnementale. La stratégie, donc la première stratégie plutôt historique, elle est relativement logique. Chacun des éléments du patrimoine minier, donc des éléments qui sont des héritages de l'extraction minière, sont en soi des illustrations de l'histoire de cette activité industrielle. Certains de ces éléments sont simplement présents, d'autres peuvent être visités. Ça va être le cas notamment des 4 grandes fosses qui sont celles qui ont réussi à être conservées de façon quasi intégrale. On a donc la fosse des Lois de Leeuwarden, celle qui est devenue le centre historique minier et qui donc se visite avec toute une mise en place d'expositions permanentes et provisoires. On a également donc la fosse 9-9 bis d'Oigny, celle du 11-19 de Los Angoel, accompagnée de ces 2 terrils jumeaux. Et enfin, la fosse de Wallers-Arambert, sur laquelle nous nous trouvons en ce moment. Enfin, on peut rajouter comme grand site du bassin minier la Cité des électriciens de Bruay-la-Bussière qui a mis en place un centre d'interprétation qui, lui, est plutôt concentré sur les questions de vie quotidienne et d'habitat des mineurs. La seconde stratégie adoptée dans ce cadre de politique de reconversion, c'est de se tourner vers des activités culturelles et artistiques dans un certain nombre de sites qui ont chacun leur domaine propre. Ainsi, la Cité des électriciens de Bruay-la-Bussière accueille des artistes en résidence. À Oigny, donc sur le site de la fosse 9-9 bis, c'est le Métaphone qui a été construit. Donc c'est une scène de spectacle, de concert, qui a été construite avec une architecture innovante pour se tourner vers le domaine de la musique. À la fosse 11-19 de Los Angoel, c'est la fabrique théâtrale, donc comme son nom l'indique, c'est une scène nationale de théâtre qui s'est installée dans l'ancienne salle, le vestiaire salle de bain, donc la fameuse salle des pendus de cette fosse. Ici, nous nous trouvons dans l'ancienne fosse d'Arambert de Wallers, qui s'est tournée vers encore un autre domaine artistique qui est le cinéma. En fait, cette fosse, c'est la toute dernière à avoir été fermée dans le Valenciennois. Elle a fermé ses portes en 1989 et au départ, elle était destinée, comme beaucoup d'autres sites industriels, à être démantelée pour récupérer, c'est un site relativement vaste, donc pour récupérer le foncier. Elle a été sauvée par la mobilisation des acteurs locaux, des élus, des habitants, des anciens mineurs, et aussi par l'engagement du ministère de la Culture qui, par un classement d'urgence, a permis d'éviter la destruction vraiment au dernier moment. En 1991, le réalisateur Claude Berry s'intéresse au site pour y tourner son Germinal en utilisant à la fois les décors extérieurs et des décors intérieurs construits à l'intérieur des bâtiments.
C'est le succès du film. Il permet à la fois de changer un peu le regard porté non seulement sur ce site existant, mais également sur le bassin minier en général. Et il ouvre finalement l'idée d'un projet de reconversion ambitieux qui est de se tourner vers le cinéma. Donc comme le décor derrière moi vous le montre, le site est devenu Arambert Creative Mine, un pôle d'excellence dédié au cinéma, avec des studios d'enregistrement, des scènes de tournage, les anciens décors de Germinal qui ont été conservés, etc. Dans le même sens et dans la même démarche de reconversion vers l'artistique, on doit évidemment citer le cas du Louvre-Lens, qui a été ouvert en 2012. Alors là, on est dans une démarche qui est à la fois différente et un petit peu comparable. On n'a pas de mise en valeur à proprement dit du patrimoine minier dans la mesure où certes le musée a été construit sur un ancien site minier mais que celui-ci a été démantelé. Cependant, le Louvre-Lens depuis son installation a développé un certain nombre d'activités afin de s'intégrer à une démarche plus globale de valorisation du bassin minier et notamment de son histoire industrielle. Enfin, un troisième grand type de stratégie adoptée dans cette reconversion des sites miniers, c'est, il faut souligner en fait, un engagement environnemental. Très tôt, les anciens sites miniers ont été transformés, on est passé du pays noir au pays vert, avec un verdissement qui se voulait au départ en fait plutôt provisoire, temporaire. En gros, on laissait pousser sur les friches industrielles en attendant de développer des nouvelles activités pour quelque part effacer un petit peu l'ancienne activité minière du paysage. Aujourd'hui, cette stratégie de verdissement, elle s'inscrit en fait dans une politique écologique beaucoup plus vaste et beaucoup plus cohérente et elle permet également de développer de nouvelles activités, notamment des activités de loisirs et de sport. On peut citer un très grand nombre d'exemples de sites qui ont connu cette évolution. À Rieulay, on a le site des Argales qui comprend donc à la fois un très vaste terri et un étang d'affaissement qui est né en fait de la remontée de la nappe phréatique. Et donc ce site accueille à la fois donc, des sentiers de randonnée, mais également une base nautique qui propose des activités de loisirs. Il y a une plage pour se baigner dans l'étang au pied du terri. On a également une réserve ornithologique, une partie de l'étang est réservée justement pour les oiseaux. Et enfin, on a une activité agricole sous la forme d'une chèvrerie biologique qui s'est implantée sur l'ancien site minier. Pour citer d'autres exemples, on peut évoquer le parc des îles, qui est en fait un jardin qui a été construit sur l'ancien site pollué des coqueries de Drocourt. Au nord de Valenciennes, c'est le site de Chabot-la-Tour qui là aussi dispose d'un très vaste étang et qui a mis en place une base de loisirs, une base nautique, tandis que juste à côté, l'ancienne fosse Sabatier de Rhêmes, elle, est complètement intégrée dans la forêt domaniale et dans le parc naturel régional. Enfin, en parallèle de ces activités de loisirs du quotidien qui se sont développées, on va avoir aussi des compétitions sportives qui prennent de plus en plus de place et de plus en plus d'importance et qui contribuent non seulement à créer des activités, mais à fournir un nouveau rayonnement au territoire avec des compétitions qui parfois ont une audience nationale, voire internationale. C'est notamment la pratique de la course à pied, du trail, qui utilise les terris comme des sommets dans cette région qui en dispose quand même d'un nombre relativement réduit. On peut citer le trail des Pyramides Noires, le marathon de la route du Louvre, la course des terris de Rhêmes. Et enfin, on peut aussi citer évidemment le cyclisme et notamment le mythique Paris-Roubaix qui utilise la trouée d'Arambert, donc cette voie pavée qui se trouve derrière moi et qui est liée à la fosse de Wallers, qui est un ancien site minier également, et donc qui utilise cette fameuse trouée d'Arambert comme un des éléments les plus importants, évidemment les plus incontournables de cette course célèbre. La question de la reconversion vis-à-vis du patrimoine du bassin minier est donc une question qui montre bien l'évolution de la notion de patrimoine et la notion des stratégies suivies vis-à-vis de ces questions par les acteurs locaux. Au tout début, on parle essentiellement de reconversion économique et ça signifie finalement essentiellement la destruction des sites industriels inutiles pour pouvoir les réutiliser le lieu ou réutiliser à la limite les bâtiments, mais pour faire quelque chose de totalement différent.
Vraiment, à la fin du XXe siècle, on a eu cette opération ce processus d'élargissement du champ patrimonial qui a permis de changer le regard porté sur les sites et donc d'amener à une autre forme de reconversion où cette fois-ci, ce sont les sites eux-mêmes qui sont reconvertis dans le respect de leur identité, de leur architecture, afin de créer des activités qui soient à la fois des activités économiques, mais aussi des moyens de mettre en valeur l'identité du territoire et son histoire minière. Les exemples sont très nombreux et on peut donc terminer sur le bâtiment qui se situe derrière moi, qui était en fait à l'origine un dispensaire et une pharmacie destinée aux mineurs de la ville de Pécancourt et qui aujourd'hui est devenu l'office de tourisme, donc grâce à un processus de rénovation qui permet de faire de ce lieu un symbole de la réutilisation des bâtiments miniers dans le but de montrer que oui, le tourisme dans le bassin minier est aussi un atout économique potentiel.